Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Je ne vous interroge pas cet après-midi sur l'arrivée, la présentation de Kylian Mbappé aux supporters du Real Madrid. Avant que vous ayez un commentaire à nous faire. Je serais moins qualifié que d'autres voix émérites de cette antenne pour en parler. Mais vous avez peut-être, malgré tout, un avis, on en reparlera peut-être une autre fois. Alexis, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et on s'intéresse évidemment avec vous à l'actualité politique. Les socialistes, les écologistes et les communistes se sont accordés pour proposer le nom de l'économiste Laurence Tubiana comme première ministre, une candidature irrécusable pour Emmanuel Macron selon Olivier Faure, mais ce n'est pas ce qu'en pense la France insoumise, qui considère au contraire par la voix de Manuel Bompard ce matin que cette proposition n'est pas, je cite, sérieuse. Alors Alexis, d'abord pourquoi la candidature de Laurence Tubiana coche beaucoup de cases à la fois pour le PS, les Verts et le Parti communiste? Comme à l'accoutumée, vous résumez très bien et vous posez les bonnes questions. C'est une personne issue de la société civile, on va y venir, elle a 73 ans, c'est une économiste, une femme de sensibilité socialiste mais aussi écologiste, qui a été ambassadrice pour les négociations de la COP21, coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat, très bonne négociatrice. Très bonne négociatrice, dont les talents sont reconnus, notamment par François Hollande, mais même probablement par Emmanuel Macron, puisqu'il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Emmanuel Macron souhaitait lui confier un portefeuille à un moment. À 2 reprises. Voilà, dans un gouvernement de Jean Castex, je crois me souvenir. Bon, voilà, donc c'est une femme... Ce qu'elle avait refusé. Voilà, ce qu'elle avait refusé, mais c'est une femme de gauche qui incarne une social-démocratie avec une sensibilité écologiste importante. D'ailleurs, l'autre jour, j'invitais le président du département de la Haute-Garonne, Sébastien Massini, qui disait qu'au fond, la nouvelle lutte des classes s'est déplacée, en quelque sorte, vers les questions écologiques, notamment. Vous voyez, donc effectivement, c'est compatible avec les orientations d'une social-démocratie rénovée. Par ailleurs... Elle vient de la société civile aussi. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous me l'avez fait de la bouche. Par ailleurs, une grande communion intellectuelle entre nous. Oh là là, oui, de plus en plus. Par ailleurs, vous avez absolument raison, cher Steve. C'est une émanation de la société civile et donc sa nomination, de ce point de vue-là, tiendrait une promesse qui a été faite d'ailleurs encore hier, je crois, par Olivier Faure. On le commentait à votre micro, à savoir prendre quelqu'un qui n'est pas forcément du sérail politique à 100%. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un raisonnement politique, mais elle a une expertise, elle a un track record, elle a une carrière qui s'est faite aussi en dehors des enceintes politiques. Vous savez bien qu'aujourd'hui, beaucoup de formations politiques cherchent du sang neuf du côté de personnes qui ont des compétences, des expertises et qui sont issues non pas d'un appareil politique, mais de la société civile, qui ont fait une carrière en dehors des partis politiques, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas par ailleurs une affiliation. Donc effectivement, vous avez raison, elle coche de ce point de vue-là une deuxième case. Elle n'a pas l'heure de plaire en revanche à l'insoumis. Alors justement, Manuel Bompard. L'opposition a priori très ferme de la France insoumise. Je pense qu'il y a deux éléments. Le plus superficiel, si vous voulez Steve, il faut jamais s'en tenir d'ailleurs au superficiel dans la vie. Le plus superficiel tient bien sûr au fait que les socialistes, mais aussi les écologistes, n'ont pas jugé génial pendant le week-end qui vient de s'écouler la candidature soutenue par les Insoumis et par le Parti communiste de Huguette Bello, la présidente communiste de la région La Réunion, qui est une femme tout à fait estimable sans doute, mais qui est positionnée beaucoup plus à gauche que Madame Tubiana. Donc effectivement, il se renvoie la balle dans une... On sent bien, si vous voulez, un agacement croissant entre ce que... en son temps, le Premier ministre Manuel Valls avait décrit comme les deux gauches irréconciliables. Elles sont à l'œuvre là, on le voit bien. Je pense néanmoins que le calendrier tournant, les heures passant, les chances des socialistes d'imposer la voix de la raison avec une personne comme Madame Tubiana, ça sera peut-être pas Madame Tubiana d'ailleurs. Avec le soutien des trois autres forces politiques de cette alliance. Voilà, c'est-à-dire le fait qu'il y ait, donc à ma connaissance, vous allez me corriger si je me trompe, le fait qu'il y ait les Verts, mais aussi Fabien Roussel, Léon de Fontaine, etc., qui apportent leur concours à cette candidature de Madame Laurence Tubiana, donne, à mon avis, de fortes chances à celle-ci d'être finalement officiellement désignée par le NFP, qui a besoin, de toute façon, là maintenant nous avons 9 jours qui ont passé, qui a donc besoin de présenter à Emmanuel Macron, on va dire à l'horizon de la nomination des principaux représentants de la nouvelle mandature à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'ici samedi en réalité. Ils ont besoin, quand toutes ces personnes auront été nommées, notamment le chef du perchoir ou la chef du perchoir, ils ont besoin bien sûr de dégager
une candidature entre guillemets de consensus, c'est absolument évident. Je vous en prie, Avant Steve. cela, Alexis, cette position du camp mélenchoniste a beaucoup été critiquée ces dernières heures. C'est une honte, s'est indigné par exemple le député de la Somme, François Ruffin. Du côté syndicaliste, la secrétaire générale de la CFDT, Maryse Léon, déplore que certains repartent, je cite, dans les travers d'appareils. Est-ce que, de ce fait-là, LFI peut supporter assez longtemps cette pression politique? Alors, Sur le regard des Français, parfois un peu d'équité. Supporter, comment vous dire, oui, je pense que quand on est, si vous voulez, il faut se mettre dans la tête de gens qui sont dans une forme de radicalité. Alors, je ne dis pas que ce sont des révolutionnaires au sens bolchevique du terme, mais ils sont dans une radicalité, c'est-à-dire un mélange de contestation des institutions et de refus de ce que j'appelle souvent avec vous en sciences politiques, la voie médiane qui appartient au cœur du républicanisme français. Ils peuvent tenir cette position maximaliste jusqu'au bout. Écoutez, moi je pense que ce sont des maximalistes emmenés par quelqu'un qui est un maximaliste, un giga maximaliste, qui est Jean-Luc Mélenchon, qui trouve peut-être aussi un intérêt d'ordre stratégique, mais qui prépare, avec la créolisation de la France, qui prépare une France très polarisée pour demain ou après-demain. Sur tout cela, un certain nombre de voix de droite ont évidemment raison dans le diagnostic sur la dérive de la France insoumise. Mais par ailleurs, je suis pas sûr qu'ils veuillent un accord de gouvernement. Vous voyez, je pense qu'ils sont plutôt dans l'obstruction. Et d'ailleurs, s'ils n'étaient pas dans l'obstruction, est-ce que, indépendamment des orientations, est-ce que François Ruffin, est-ce que Clémentine Autain ou Raquel Garrido prendraient la responsabilité d'évoluer progressivement, vous le voyez bien, de facto vers les Verts en réalité, hein, c'est-à-dire... Ils feront partie du groupe à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire en fait vers le futur, dites-vous bien, là c'est pareil, il faut simplifier les choses. Il y aura un bloc de pouvoir socialo-vert, divers-gauche, qui représentera à peu près, hein, là on va le dire à peu près, 120 députés, 120 parlementaires, députés de la nation française. C'est pas négligeable. Vous voyez, quand on additionne les socialistes, qui sont à peu près 70, non, les Verts... Verts... très loin de la majorité absolue. Ah non, mais ça bien sûr. Mais je veux dire par là qu'effectivement, placez-vous aussi du point de vue de l'œil cyclopéen du pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron. Que voit-il? Il voit qu'il y a des réformistes de gauche qui, qu'à un cas, alors on les aime individuellement ou on les aime moins pour certains, c'est pas le problème. Il pense qu'il y a des réformistes de gauche qui représentent en gros 120 députés. Mais 120 députés sur 577, c'est pas négligeable. Et pour aller dans votre sens, Alexis... Ça fait un cinquième, c'est pas négligeable. On a appris qu'il y a quelques minutes, Emmanuel Macron, lors d'une prise de parole durant le dernier Conseil des ministres, avait défini les règles face à une absence de majorité et qu'il avait chargé la majorité sortante d'élaborer, je cite, une proposition en vue d'une coalition majoritaire ou d'un large pacte législatif qui renvoie à ce qu'avait évoqué Laurent Wauquiez il y a 2 jours. Alors on y vient, c'est-à-dire qu'effectivement, nous assistons en raison de l'obstruction de la France insoumise, au détachement progressif, contrairement à tout ce que les imbéciles ont raconté sur les mencheviks piégés par les bolcheviks, ils n'en sortiront jamais, ils seront tous assassinés, ils finiront comme ça. Non. Nous voyons des mencheviks, si vous voulez, reprendre la métaphore de 1917, c'est-à-dire des modérés, hein, des socialistes plus ou moins modérés, qui sont en train de s'émanciper de la tutelle et de la folie de la France insoumise. C'est cela qui arrive. Alors, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, cela dégage des options différentes, supplémentaires et différentes pour une coalition gouvernementale. À partir du moment où des socialistes se dégagent de LFI, ils font, par parenthèse, ce que chacun dans leur... Vous les voyez là se dégager? Attendez, laissez-moi finir. Oui, absolument. Bah, il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas observer le phénomène. Je veux dire, suivez leurs déclarations. Olivier Faure a dit ce matin qu'il était toujours ouvert au dialogue. Non mais bien sûr, il est prudent, il fait de la politique. Mais suivez les déclarations. Président de la Haute-Garonne, l'autre jour, vendredi, on en a parlé avec Pierre Larouille dans Affaires publiques, qui dit... Il faut que Mélenchon nous laisse faire. Si c'est pas une émancipation, je me demande où est l'émancipation. Donc, évidemment, cela ouvre les possibles sur des coalitions futures. Et nous avons, de l'autre côté, puisque tout est dynamique, une droite, un centre droit qui se dit, j'entendais Gérald Darmanin, qui n'est pas un homme de gauche, qui disait, mais oui, attendez, le moment venu, si la configuration s'en présente, il pense à lui d'ailleurs aussi pour Matignon, le cas échéant, il aurait les capacités. Si la configuration s'en présente, moi je vois aucun problème à gouverner
avec des socialistes, c'est-à-dire avec des hommes de gauche responsables et de gouvernement. Il l'a dit textuellement, voyez. Donc ça veut bien dire... Il y aurait une coalition arc-en-ciel qui irait des écologistes, peut-être des communistes à... Je vous laisse la responsabilité du arc-en-ciel qui fait un peu, comment dire, californien. Mais je pense que ça serait... C'est pour ça peut-être. Oui, voilà, non mais c'était pour sourire. Mais il y aurait une coalition qui irait du rose pâle du Parti socialiste, avec éventuellement du vert, jusqu'au bleu horizon du cœur de la droite française, c'est-à-dire de LR, et des gens qui seraient prêts à venir. Mais vous savez, quand on parle avec eux, moi je ne passe pas ma vie avec les responsables publics, mais enfin, quand même, vous voyez, de Jean-François Copé à Valérie Pécresse, vous avez un certain nombre de responsables de la droite, on en pense qu'on veut par ailleurs, je ne suis pas dans le jugement, mais qui se disent, mais franchement, on ne va pas laisser passer les trains à vie. Voyez, et donc, si se présente la possibilité de rejoindre une plateforme qui correspond peu ou prou à nos idées, pourquoi pas? Mais d'autres sont plus prudents, comme Gérard Larcher, par exemple. Bien sûr, naturellement, mais vous savez, dans un processus de négociation, de compromis républicain comme celui dans lequel nous sommes entrés, qui ressemble, on le dit là depuis la semaine dernière, mais on a raison, qui ressemble à ce qui se produisait, cher Steve, sous la 4e République, lorsqu'on cherchait des majorités d'idées pour former des gouvernements, qui pour certains étaient instables, je le reconnais, je ne suis pas en train d'idéaliser la 4e. Mais dans ce processus de 4e-isation de la 5e République, évidemment que toutes les cartes sont sur la table, que tous les scénarios sont évoqués et que des hommes ou des femmes qui jusqu'ici à droite disaient « Ah non, jamais de la vie » peuvent très bien se raviser s'ils voient des socialistes sérieux, je veux dire, s'engager dans cette voie, ils peuvent se dire « Bah oui, c'est très bien, c'est bien pour la France, on verra ce que ça dure et on le fait, évidemment ». Qui sont, dans cette perspective et dans cette hypothèse, les premiers ministres qui pourraient être Alors, il y a un nom qui revient beaucoup ces dernières 24 heures. Là, je ne vous en fais pas état comme d'une information, mais comme d'un bruit dans la ville, les légendes urbaines, vous savez. Mais les légendes urbaines, parfois, sont... On va prendre avec évidemment, des pincettes. Vous avez raison, Steve. Parfois, les légendes urbaines sont complètement à côté de la plaque. Parfois, en revanche, elles correspondent à quelque chose. Vous voyez, nous aurions fait une erreur si nous avions pensé que Martine Aubry allait se lancer à Matignon. Il n'est pas intéressé. Voilà. En revanche, la préemption actuelle dans la ville du nom de Xavier Bertrand, qui représente très bien ce gaullisme social, vous voyez, qui correspond à la fois à un désir de justice vis-à-vis des Français laissés pour compte. Il est lui-même d'ailleurs l'élu, vous savez bien, d'un département qui est plutôt celui de la France périphérique, l'Aisne, au sein de la région des Hauts-de-France. Il a conquis de haute lutte contre le RN une région où, comme vous le savez, dans le nord de la France, dans l'est de la France, le Rassemblement national a des bastions électoraux. Et notamment vous pensez que son nom pourrait être accepté par les socialistes, par exemple? Écoutez, il n'y a pas... Sur le plan des représentations républicaines, d'une phrase, Alexis. Là, vous voyez, nous sommes vraiment au cœur de la 4e République. Sur le plan des représentations républicaines, il mettrait le curseur encore plus dans le sécuritaire. Vous voyez, c'est la lutte contre l'immigration, etc. Mais il a des choses en commun. D'ailleurs, il n'en a jamais fait mystère. Il est membre du Grand Orient de France. Il a des choses en commun avec un certain nombre de socialistes, c'est-à-dire un républicanisme chevillé au corps, une défense de la laïcité, un pari sur l'intégration républicaine et sur l'autorité de la République pour le bien, justement, des citoyens. Vous voyez, c'est compatible en réalité. On n'est pas dans un monde où l'hémiplégie idéologique devrait gouverner à vie. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi. Bon après-midi.